Aujourd'hui, on joue un joueur islandais qui a 23 ans, Birkesson Bardur, il est candidat mètre 2150 Elo, et vous allez voir qu'à un moment, je vais lui empêcher de jouer. Ce joueur est piégeux. Pourquoi il est piégeux? Parce que c'est un joueur local. On joue ce tournoi à Reykjavik et il est islandais. Le problème de ces joueurs, c'est que très souvent, ils passent toute l'année sur leur île, ils jouent pas forcément à l'étranger, et donc on sait pas vraiment quel est leur vrai classement. Peut-être qu'il est sous-classé, et en ce sens, ça peut être un piège très dangereux pour cette 7ème ronde du tournoi de Reykjavik, qui commence ici avec E4, je joue C6, la Caro-Kann. On va jouer ici D5, et finalement on prend le centre, et il fait le choix de la variante d'échange. Il annonce tout de suite la couleur. On va jouer une position très solide, Julien. Et donc je prends du pion C, il joue fou D3, ce coup peut surprendre, parce qu'en général on dit développer les cavaliers avant les fous, mais le problème c'est que cavalier F3 c'est imprécis. Pourquoi? Parce qu'en fait, fou D3 ça a un but très précis. Les blancs contrôlent ces deux cases assez importantes, ce qui empêche le fou noir de sortir, et à un moment, je serai comme ça, un peu bébête, avec mon petit fou en C8, et le problème c'est que j'arriverai jamais à le sortir en F5 ou en G4, et donc je vais devoir bien à un moment jouer E6, et ça va enfermer mon fou C8. Pourquoi je serais obligé de jouer E6 à un moment? Parce qu'il faut bien que je sorte le fou F8 pour faire petit roc et mettre mon roi en sécurité. Et donc, finalement, si à un moment je le fais E6 mais avec le fou qui est toujours en C8 et non pas en G4 ou en F5, et je me retrouve avec un mauvais fou qui est de la même couleur que ma chaîne de pions et derrière la chaîne de pions. Donc c'est pour cela que ici, de très loin, le coup principal c'est fou D3. Les blancs veulent absolument empêcher les noirs de sortir leur mauvais fou et après de jouer E6 et d'avoir ainsi le fou en dehors de la chaîne de pions, et ce serait pas un mauvais fou. Donc je joue KE C6, il joue C3. Et ici je joue E6, je dis ok, t'as raison, je vais pas réussir à sortir mon fou, et donc je vais jouer E6, quitte à avoir un mauvais fou bloqué derrière mes propres pions, au moins je vais développer mes pièces. Il joue ici fou F4, je joue fou D6, on échange les fous, cavalier F3, cavalier GE7. Alors ça peut surprendre cavalier GE7, parce qu'en général on développe plutôt le cavalier sur ces 4 cases un peu magiques, parce qu'en général elles sont plus actives, ils sont plus actifs ici nos cavaliers, parce qu'ils contrôlent davantage de cases centrales. Mais mon idée elle est assez précise, je mets le cavalier en E7, parce qu'après j'aurai besoin de mon pion en F6 pour pouvoir plus facilement prendre le centre avec la poussée E5. Il joue ici petit roc, je joue petit roc, je mets aussi mon roi en sécurité. Là, attention, j'ai quand même vérifié avant de jouer petit roc. Et est-ce que vous savez pourquoi j'ai vérifié avant de jouer petit roc? Si vous ne le savez pas, vous êtes probablement pas suffisamment conscient de ce piège qui existe énormément. Ici, bien sûr, avant de jouer petit roc, il faut calculer le fameux sacrifice fou prend achète. Si je fais ici roi prend achète, il fait KG G5. Et si je fais roi G8, le problème, c'est qu'il y a dame H5, et je peux abandonner. Je peux abandonner parce qu'au prochain coup il menace dame H7, échec et mat, et je peux quasiment rien faire pour parer cet échec et mat. Le seul coup ici pour pas perdre, c'est tour D8 pour donner une case de fuite pour le roi, la fameuse fuite du roi au niveau de l'aile dame, mais il fait dame prend F7 échec, roi H8, et il va continuer ici avec par exemple F4, et après le fameux coulissage de tour, et il va ainsi mater mon roi. Attention, il faut faire très attention à ce fou prend achète. Et j'ai calculé quand même à l'avance, et en fait sur fou prend achète, roi prend achète, G5, ici j'ai roi G6. J'attaque le cavalier, donc il va continuer ici avec dame G4 pour pouvoir défendre le cavalier, faire un vis-à-vis avec le roi G6, il menace ici la fameuse découverte qui va gagner la dame noire, et donc ici le bon coup c'est F5, j'attaque la dame peut pas venir là parce qu'il y aurait l'échange de dames, et donc il va en H4, et là, j'ai tranquillement le coup fou D7, et au prochain coup, je vais jouer tour H8, et j'ai tout défendu, et je reste avec une pièce de plus sans souci. Même s'il fait dame H7 échec ici, je peux tranquillement aller en F6 et il n'y a plus rien. Et donc voilà, mais ça, il fallait quand même calculer à l'avance avant de jouer petit roc. Et du coup, j'ai vu que ça marchait pas, j'ai joué petit roc. Birkesson, il a aussi regardé rapidement fou prend achète.
il a vu que ça marchait pas et il a joué cavalier BD2 pour terminer son développement. Et là maintenant, c'est l'occasion de prendre le centre. Je joue F6 et je menace au prochain coup éventuellement la poussée E5. Si j'arrive à pousser E5, c'est vraiment très bien, j'aurai l'avantage parce que j'aurai 2 pions dans le carré magique et j'aurai ce raz-de-marée E4 qui va commencer à déferler sur la position blanche. Et du coup, Birkinson ici, il joue vachement bien, il réfléchit et il joue ici C4, très très bon coup, pourquoi? Et bah ça empêche E5 en fait. Si par exemple ici il fait rien et qu'il joue E5, bah là le problème vous voyez c'est que ça va plus du tout. J'ai mes 2 pions au centre, je vais menacer E4 fourchette au prochain coup, je gagne une pièce. S'il prend, je reprends et j'ai 2 pions dans le carré magique contre 0 pour lui. J'ai encore une fois ce raz-de-marée qui va déferler sur la position blanche. Et en fait, C4, ça empêche E5. Pourquoi? Et bah parce que si maintenant je joue E5 pour prendre le centre, et bah avec ce pion en C4, c'est très différent. Parce que ici, il attaque le pion D5. Et il pourrait du coup faire C prend D5. Sur C prend D5, je ne peux pas faire Dame prend D5, parce que fou C4, bien sûr. Et ici, je perds ma dame. Et donc, je dois prendre du cavalier. Mais en prenant du cavalier, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il peut faire par exemple D prend E5. Si je fais F prend E5, cavalier E4, et là, vous voyez, c'est plus du tout la même. Au lieu d'avoir 2 pions bien placés au centre, un pion en E5 et un pion en D5 qui contrôlent l'ensemble du centre, et bah je me retrouve juste avec un pion en E5 et pas de pion en D5. Et donc finalement j'ai un contrôle très très limité du centre et je laisse ici une magnifique case au cavalier pour aller en E4 où il domine totalement la position. Et donc C4, très bien joué de la part de Bardur Birkinson. Je ne peux plus jouer ici E5. Et donc, tranquillement, je joue fou D7 pour terminer mon développement. Ici, il joue tour E1. Très logique, il active la tour sur la colonne semi-ouverte, il attaque le pion arriéré E6. C'est un peu l'inconvénient en ayant joué ici F6. C'est que certes, je vais pouvoir peut-être mieux prendre le centre avec la poussée E5, mais en attendant, je me retrouve avec un pion E6 arriéré parce qu'il n'est plus défendu par son collègue en F7, et ça peut potentiellement devenir une faiblesse assez importante. Il joue ici tour E1, et là je commence à réfléchir et je me dis, j'ai quand même des soucis là. J'ai des soucis, mine de rien. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que si je prends en C4, à chaque fois il prend du cavalier, ça active son cavalier, il attaque ici ma dame, je me trouve dans une position qui est vraiment pas très confortable. En même temps, je peux jamais jouer E5, comme on l'a vu. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais je place juste une tour au centre, avec tour à D8 par exemple? Oui, mais là le problème, c'est que lui il va jouer A3 par exemple. Et après, imaginons que je place encore l'autre tour au centre. Tour F8. Bon, et ben maintenant il va jouer quoi? Il va jouer B4. Et en fait, là je me retrouve avec plus aucun coup à jouer. J'ai plus aucun coup utile à jouer. Parce que mes pièces sont déjà idéalement placées. Et aucun coup de pion ne serait très utile ici. Par contre, mon adversaire, lui, il a encore énormément de coups à jouer pour améliorer sa position. Il peut mettre la dame en C2, ça va attaquer H7, il peut mettre cette tour en D1, il peut jouer un petit coup de H3, il peut commencer à pousser C5 puis B5 éventuellement. Bref, je me retrouve dans une situation où j'ai plus aucun coup utile à jouer et lui il a beaucoup de coups utiles à jouer. C'est souvent le signe que on est dans une situation stratégique où l'adversaire, bah, il va vous étouffer à petit feu. Et donc c'est souvent le signe que ce n'est pas la voie à suivre et qu'il faut opter pour quelque chose de beaucoup plus dynamique. Donc là je me dis, ok, j'ai pas de solution, il faut que je résolve mes problèmes immédiatement, parce que sinon je vais mourir à petit feu. Et donc je réfléchis longtemps, je dépense énormément de temps, je dépense 30 minutes je crois à la pendule. Je veux une solution radicale pour tout de suite égaliser dans cette partie. Et finalement, j'ai une idée. Je me dis, finalement, c'est quoi la pièce dans mon jeu qui me dérange? C'est mon fou D7? Vraiment un fou qui est inutile, bloqué derrière mes propres pions, et donc voilà, très mauvais fou. Et par contre, je me dis, tiens, son fou D3, lui, il est quand même magnifique. Il est très bien placé, il attaque H7. Et si on échangeait mon fou très mauvais contre son fou qui est très très bon? Et c'est là que j'ai l'idée fou E8. Pour ensuite fou G6. Et on échange mon mauvais fou contre le bon fou.
Et après, j'ai regardé avec l'ordinateur, c'est le meilleur coup. Donc je suis très content de fou E8. Fou E8, super. On va échanger notre mauvais fou contre le fou D3. C'est aussi une bonne idée, pourquoi? Parce que je remarque que je manque un petit peu d'espace. Vous voyez, moi je suis très serré sur 3 rangées, et lui, il n'est pas du tout serré sur 5 rangées. Et donc, souvent, la bonne idée, quand vous êtes un peu serré, c'est d'échanger des pièces. Comme ça, il y aura une densité de pièces moins forte sur l'échiquier, et donc vous sentirez un peu moins le fait que vous manquez d'espace. Et donc, voilà, fou 8, c'est aussi très logique par rapport à ça. Et il joue ici C prend D5. Alors là, je me dis, bon, franchement, Bardour, c'est bon, quoi. Et dans la carocane, il choisit la ligne E prend D5 qui est la plus solide, et là il joue C prend D5 qui est encore une fois l'option la plus solide. Il aurait pu opter pour des façons peut-être un peu plus dynamiques de faire exploser la partie, et il choisit encore une fois l'option la plus solide, celle qui rapproche le plus la partie d'une position assez plate. Bon, en même temps, il faut que je reste calme parce que par le passé, souvent il m'est arrivé une chose, c'est que les joueurs moins forts me montrent vraiment par leurs coups qu'ils veulent faire match nul. Et du coup, souvent, ça m'énerve et je m'enflamme et finalement, je force trop et c'est moi qui finis par perdre la partie. Donc là, je dis, bon, ok, C prend D5, je fais E prend D5. Alors là, ça peut surprendre. Hein. On peut se dire, pourquoi tu prends pas du cavalier? Parce que là, en prenant du pion, tu te crées un pion isolé en D5. Bah, le problème de prendre du cavalier, c'est que je lui laisse quand même ce cavalier s'activer comme ça en E4 ou en C4. C'est très embêtant. Et si le cavalier s'active en E4, après le cavalier va venir en C5 et attaquer E6. Et donc c'est pour ça que je dois prendre du pion pour empêcher le cavalier D2 de s'activer. Et alors du coup ici je joue cavalier B3. Je joue fou H5 et là vous voyez c'est pas mal du tout. Mon fou quand même, il est beaucoup plus actif qu'auparavant. Et je crée ce clouage qui est extrêmement embêtant sur le cavalier F3. Et il joue ici un très bon coup, tour E3. Tour E3 parce qu'en fait il va préparer le doublement des tours sur la colonne ouverte. Et en plus, il vient défendre le cavalier F3, qui est attaqué par le fou H5. Très joli coup ici de la part de Birkinson. Ici, je joue B6 pour empêcher ce cavalier B3 de s'activer davantage, notamment d'arriver sur la case C5, où après il pourrait arriver jusqu'en E6, ce serait très très embêtant. Et ici, Birkinson réfléchit pas beaucoup, il joue Dame D2. Très bon coup aussi. Et vraiment, c'est très harmonieux ce qu'il a fait, parce que il a mis d'abord la tour qui défend le cavalier F3, et c'est très important parce que s'il avait joué Dame D2 tout de suite, le problème c'est qu'il y aurait eu fou prend F3, et il se retrouve avec une très mauvaise structure de pions. Les pions qui sont totalement disloqués au niveau de l'aile roi. Et donc il joue vraiment tour E3 d'abord pour défendre le cavalier, et uniquement après il joue Dame D2, et c'est très malin parce que maintenant quand je fais fou prend F3, il peut prendre de la tour et conserver un petit roc qui est extrêmement solide. Donc là je me dis, il joue quand même vachement bien. Non seulement il joue très très solide, mais en plus il me laisse pas beaucoup d'opportunités de trouver de quoi dynamiter un peu la position. Et je me retrouve avec une position qui est légèrement inférieure. Et j'ai beaucoup moins de temps à la pendule. Ici je dois avoir peut-être 15 minutes à la pendule et lui beaucoup plus, 30 minutes. Bon, il fait sa partie. Et je commence à regarder cette position et je me dis, attends, là quand même, il y a des petits soucis, non? Si par exemple je joue un coup qui a l'air extrêmement logique, peut-être mettre ma tour sur la colonne ouverte C, bah quand même, ici notre ami Birkinson il va jouer tour à E1, les tours qui sont doublés ça tape sur E7, encore une fois je me retrouve avec aucun coup utile, si je prends, bah il prend de la tour et j'ai pas vraiment amélioré ma situation, même peut-être la tour pourra coulisser, commencer à attaquer le roi noir. Mes cavaliers, ils sont bien placés, je sais pas trop où les mettre. Si je mets la tour ici en E8 pour commencer à challenger la colonne E, c'est aussi problématique parce que lui, il a les tours qui sont doublés. Et donc je peux me retrouver avec des tactiques où à la fin, je vais perdre la tour en E8. La colonne C, je l'ai, mais je peux pas vraiment rentrer dans la position blanche. Donc je me dis, bon, ici on a juste une position inférieure. Et on a beaucoup moins de temps à la pendule. Et il a montré vraiment un jeu extrêmement solide depuis le début de la partie. Donc je me dis, ok, là c'est le moment de vraiment liquider les choses. Je me dis, ok, on va chercher le moyen le plus simple pour vraiment liquider la position et égaliser, parce que c'est vraiment ce que je dois faire. Là, je suis juste un peu moins bien. Et donc je me dis, bon, là j'ai 10 minutes à la pendule, il en a beaucoup plus. Il a vachement bien joué, on va trouver le bon coup.
Je me dis, ok, on va jouer fou G6. Et là, je me dis, ok, il faut l'empêcher de jouer. On dit stop. On dit stop. Et on va proposer match nul. On va proposer match nul. Je me dis quel coup pas mal pour proposer match nul. Et je me dis ok, fou G6 c'est pas mal parce que en fait là j'arrive pas à m'en sortir avec mes pièces. Donc on va jouer fou G6 comme ça au moins on va échanger les fous. Donc ça va réduire la pression et ça lui pose une question un peu cruciale comme ça. Est-ce qu'il échange les fous ou pas? Et on propose match nul. Donc je joue fou G6 et là je lui dis, je le regarde dans les yeux, je fais Ayo Fedro. Et là il acquiesce. Il acquiesce, il réfléchit, et au bout de 1 ou 2 minutes, il me dit ok, et il me serre la main, et ça y est, les deux joueurs font match nul, solide, avec les noirs, bon, contre ce joueur 2150, voilà, on continue nos petits bonhommes de chemin ici à Reykjavik, il reste 2 rondes, on est plutôt sur un tournoi assez correct pour l'instant, et voilà, 2 rondes pour essayer de bien terminer dans ce tournoi, et du coup, bah on se retrouve pour la prochaine ronde, dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.